Eh bien, nous voilà repartis pour cette table ronde autour de l'intelligence artificielle, source de bien-être ou pas. On va en discuter, on va en débattre. J'ai le plaisir d'accueillir du coup sur la scène Raphaël Chérier, qui est CEO de QSite, Marjolaine Grondin, CEO de Jam, Simon Richir, cofondateur et directeur scientifique du Label Virtual, et Alexandre Cadin, cofondateur et CEO d'Anima. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, ça recouvre des réalités, on va dire, assez diverses. On est dans le thème du bien-être. Est-ce qu'on peut concrètement donner chacun un exemple d'innovation, intelligence artificielle, réalité augmentée ou virtuelle, mais qui améliore au quotidien la vie des Français? Simon, peut-être pour commencer. Alors, oui, alors, je représente ici Laval Virtual, qui est le salon international de la réalité virtuelle. Et c'est vrai qu'on va fêter nos 20 ans et on a vu beaucoup de choses arriver. Et c'est vrai qu'on est dans la tendance aussi maintenant, côté bien-être. Je citerai par exemple des travaux qu'on développe là dans mon laboratoire sur l'empathie. Voilà, l'idée, c'est de dire on va vivre de plus en plus dans des mondes virtuels, des mondes augmentés. Comment on les rend plus humains et on va collaborer demain avec des avatars. Alors, est-ce que derrière l'avatar, il y aura quelqu'un de vrai? Est-ce que ce sera une intelligence artificielle? Et voilà, peut-être que c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment qu'on ressente quelque chose en parlant avec cette entité, réelle, pas réelle, mi-réelle peut-être, et voilà, qu'on puisse se sentir mieux. Et donc là, les travaux, c'est par exemple pour des personnes âgées qui se retrouvent seules, peut-être qui à un moment, peut-être un instant de panique, est-ce qu'un avatar va pas pouvoir venir les calmer, dire vous avez pris vos médicaments, etc. Attendez, vous inquiétez pas, on a prévenu les secours, etc. Voilà. Donc entrer en empathie avec le virtuel. On brouille les frontières finalement entre réel et virtuel. Marjolaine, chez Jam, vous réfléchissez évidemment ici à cette thématique-là. Comment est-ce que vous améliorez au quotidien la vie des gens ? Notre ambition avec Jam, c'est de dire à chacun jamais 2 fois la même journée. Et je vais t'inspirer, je vais te motiver à découvrir des choses que tu vas aimer et surtout t'aider à avoir le petit déclic et puis t'y tenir. Et donc Jam va faire connaissance avec l'utilisateur avec qui il discute. Donc tout se passe dans Messenger. Justement, il y a vraiment aussi, je pense, l'interface ou la non-interface qu'est l'intelligence artificielle. Elle permet de ne pas demander télécharge une application, donne-moi la batterie du Wi-Fi, crée un compte, etc. Donc je trouve que déjà dans la forme, il y a quelque chose qui est très respectueux aussi de l'attention de la personne, de son temps, de l'énergie qu'elle a à donner. Donc de manière très simple, on va entrer en discussion avec une personne et en faisant connaissance, en apprenant à comprendre ce qui est important pour cette personne, on va être capable, par exemple, de l'inspirer à faire du sport tous les jours pendant 1 mois. Donc, on a un petit workout challenge et qui, non seulement on va le proposer quand on sent que c'est le bon moment, que c'est le bon contexte, et qui va s'améliorer à mesure qu'on échange avec la personne et qu'elle va faire son workout. Donc, le niveau, les exercices, etc. Et alors, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'intelligence humaine, en tout cas, il y a de l'énergie humaine derrière qui permet d'affiner les exercices. Tout ne se fait pas tout seul, mais dans la façon dont on va entrer en discussion avec la personne et dont on va chercher à l'inspirer, à lui parler de manière très personnalisée, plutôt qu'un programme sportif, par exemple, avec une application ou même un lieu physique, finalement, cette IA, elle va permettre de se motiver, de s'y tenir. Et je pense que faire du sport, c'est aussi un peu le début du bien-être. Alexandre, c'est quelque chose que vous imaginez, cette espèce d'accompagnement personnalisé un petit peu permanent. Ça peut être ça aussi, l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr. Et c'est forcément un exemple très précis qui existe déjà et qu'on peut observer. Et on a l'impression que l'intelligence artificielle peut nous accompagner au long de la journée. C'est le cas avec une application comme Jam. Il y a aussi des applications que je trouve extraordinaires liées au bien-être aussi. Avec une entreprise par exemple comme Rhythm qui a développé un bandeau Dream qui permet d'améliorer un petit peu justement nos conditions de sommeil en apprenant justement de notre sommeil profond, léger, en nous aidant à y parvenir plus rapidement.
Donc on voit que ça nous accompagne presque sur 24 heures au final et qu'il y a beaucoup d'applications qui permettent en tout cas de ne pas être concurrentes de l'humain comme on l'entend si souvent, mais de nous accompagner vers du bien-être. Et puis moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en fait l'intelligence artificielle nous accompagne aussi au long de notre vie. Moi je suis fasciné par un certain nombre d'applications dans l'éducation et le travail, où on se rend compte qu'aujourd'hui on est capable de développer des systèmes justement d'éducation hyper personnalisés qui vont dans certains domaines, disciplines, personnaliser, préciser l'endroit où on a besoin de mieux apprendre et plus apprendre. Et dans le travail, un sujet sur lequel je travaille particulièrement, on sait qu'il y a justement une capacité d'augmentation de l'humain, de tout simplement se demander quelles sont les tâches qu'on veut abandonner, quelles sont les tâches que l'on veut vraiment voir réaliser demain, et comment, à l'intersection d'éléments finalement peut-être de répétition, de mémoire, de précision, desquels on aimerait souvent se défaire, la machine pourrait être cette zone de synthèse pour justement nous permettre de déplacer plutôt que replacer un peu nos métiers. Donc oui, c'est en ça pour moi que c'est une révolution fondamentale, c'est que comme l'électricité, on a pu le dire, ça innerve toutes les industries et puis surtout, on sent une capacité d'accompagnement dans tout le domaine de nos vies et à tous les âges en fait. Et dans tous les lieux, puisqu'effectivement, Raphaël, vous allez nous en dire deux mots. QCIT développe des solutions pour justement qui utilisent l'intelligence artificielle pour arriver à adapter nos villes à ce que veulent, à ce que ressentent même les citoyens. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Alors QCIT déjà signifie Quantified Cities, c'est notre vision en fait qu'on peut utiliser toutes les datas qui sont produites aujourd'hui en ville et il y en a 50% de plus par an, donc en 10 ans ça fait x50. Donc en gros, la résolution qu'on a aujourd'hui sur l'espace urbain, c'est quelque chose qui augmente très vite. Donc nous, ce qu'on développe, en fait, c'est une intelligence artificielle qui en fait, on va positionner dans un modèle digital de la ville. C'est-à-dire, l'idée, c'est de représenter aussi figuement que possible tout ce qui intervient en ville, toute l'infrastructure, toutes les données qui circulent, des données de mobilité, des données de pollution, des données de bruit. On a travaillé, par exemple, on travaille encore là d'ailleurs sur la place de la Nation, avec Cisco et la ville de Paris, à modéliser et à optimiser finalement pour le prochain réaménagement de la place le confort, le bien-être ressenti par les piétons. Et typiquement, ce bien-être, il va être lié par exemple au niveau de trafic, il va être lié au niveau de bruit. En gros, ce qu'on essaye de comprendre chez QCIT, c'est comment le monde extérieur, le monde physique, interagit avec les humains pour produire en fait des sensations. Et en gros, comment en ville, comment je peux réaménager mes villes, redesigner, repenser le design urbain pour finalement maximiser le bien-être des gens qui y vivent. Alors, dit comme ça peut paraître très compliqué. L'intelligence artificielle, pour beaucoup, même si on n'en entend pas beaucoup parler, ça peut paraître quelque chose d'assez nébuleux. Est-ce que aujourd'hui, et a fortiori demain, ça restera une technologie finalement de spécialistes, par les spécialistes, pour les spécialistes, ou est-ce que ça a vocation peut-être à se démocratiser? Marjolaine? Moi, j'aime bien dire que l'intelligence artificielle devient une commodité. Et en fait, comme il y a 5 ans, 10 ans, dire j'ai créé mon site internet, c'était en soi une mini-révolution. Aujourd'hui, votre boulanger, il a aussi son site internet et c'est en aucun cas une start-up tech. Donc c'est la même chose pour moi, l'intelligence artificielle, c'est qu'on l'intègre en fait à l'usage qu'on va créer, à l'innovation, à vraiment la valeur ajoutée qu'on veut créer pour des clients, des utilisateurs. Mais je pense que finalement aujourd'hui, tout comme on ne parle plus de digital, une entreprise ne peut pas être digitale, enfin, un chief digital officer pour moi ça n'a pas de sens, toute l'entreprise doit être digitale. Il doit y avoir de l'intelligence humaine et artificielle dans tout ce qu'on va faire. Et on ne peut pas, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est une façon de se positionner, de dire je fais de l'IA. Et dans la Silicon Valley, les investisseurs, ils se moquent un peu en disant aujourd'hui tout le monde va dire une IA qui fait je ne sais pas quoi ou je ne sais pas quoi, powered by AI. Parce que ça donne de la valeur, parce que on a l'impression qu'on crée quelque chose de nouveau, etc. J'espère que bientôt le mot il va en fait disparaître et que finalement l'intelligence artificielle c'est plus une façon de traiter énormément de données, de faire collaborer l'humain et la machine toujours et que voilà et que la question va un peu se déplacer vers est-ce qu'on fait de l'IA, peu importe en fait. Bien sûr que tu utilises des modèles intelligents pour arriver à créer la valeur que tu veux créer, mais que c'est plus la question en soi et que chacun a son métier et que la différence entre faire un produit pour l'utilisateur final qui est doté d'intelligence artificielle ou alors créer une IA hyper performante mais ne pas se soucier de l'utilisateur final. Pour moi, voilà, il y a vraiment deux métiers et je pense qu'on l'a vu dans l'écosystème start-up et autres dans les dernières années, c'est qu'il y a des boîtes qui se sont finalement spécialisées dans je crée les outils et d'autres qui sont spécialisées dans je crée le produit. Et c'est deux métiers différents. Alexandre, je vous voyais hocher vigoureusement la tête.
Non, je suis totalement d'accord et je trouve déjà il y a des méthodes d'application d'intelligence artificielle qui se démocratisent énormément, mais surtout par rapport à votre question sur les spécialistes, je pense qu'il y a justement un besoin d'ouvrir les champs autour de l'intelligence artificielle qui ne peut pas rester qu'un sujet scientifique et technologique. Moi, j'y suis arrivé pas du tout par les sciences informatiques, par exemple, mais par des questions liées à l'économie, au business, parce que je trouvais que justement, c'était une technologie a priori très puissante à laquelle on ne développait pas forcément de nouveaux modèles et que souvent on refaisait des choses qu'on faisait déjà, mais plus vite et mieux, avec une technologie apparemment magique. Et en fait, on se rend compte que déjà, il n'y a effectivement rien de magique, mais qu'au contraire, la discussion qu'il doit y avoir aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle est certes scientifique, technologique, mais aussi politique, économique, et qu'il y a un besoin justement de débat social autour de la question, puisqu'on y est tous plus que concernés. Donc je pense que cette question de la spécialisation est effectivement un peu dommage, et qu'il y a un besoin d'intégrer à tous les niveaux cet enjeu. Oui, je pense que, en fait, il ne faut pas avoir peur des technologies. On l'a observé, nous, Laval Virtual, là, en 20 ans. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on parlait de réalité virtuelle, réalité augmentée. Tout le monde nous prenait un peu pour des fous. Puis maintenant, c'est naturel, quoi. On voit apparaître des technologies comme ça. Donc, alors, c'est peut-être médiatique, de fait de dire on a peur. À Laval Virtual, je me souviens sur les... voilà, on a vu apparaître... dans le salon, on voyait apparaître 2-3 ans avant les technologies qui apparaissaient après, comme la Wiimote, par exemple. Donc, on a vu une première phase où, d'un seul coup, avec la Wiimote de Nintendo, on a vu qu'on pouvait interagir avec les mondes virtuels et que ce n'était pas réservé qu'aux geeks. Ensuite, on a vu aussi la Kinect, qui pareil, on pouvait intervenir même sans manette. Après, on a vu apparaître les casques, de moins en moins chers, et tiens, on pouvait entrer dans le monde virtuel. Puis après, on a vu que le monde virtuel pouvait sortir. Pokémon Go, d'un seul coup, ah tiens, le monde réel et le monde virtuel, etc. Et donc, je pense que ça va être pareil pour l'intelligence artificielle. Là, ça fait peur, on dit, wow, l'intelligence artificielle, alors que c'est quand même assez ancien. Et puis, demain, voilà, c'est une intelligence artificielle, etc. Je suis surpris aussi, mes étudiants, une fois, ils me disent, oh, bah, tiens, on va mettre un peu d'intelligence artificielle. Je dis, c'est compliqué ça. Non, on prend le truc, là, voilà, le logiciel Google, et puis on y va. Donc voilà, n'ayons pas peur des technologies, et les technologies sont au service de l'humain pour, disons, augmenter son intelligence. Je pense que l'augmentation d'intelligence, l'AI, voilà, est peut-être le Graal, quoi. Alors, des technologies au service de l'humain, est-ce qu'on ne se dirige pas vers un monde très serviciel où justement l'intelligence artificielle serait un petit peu ce coach permanent qu'on aurait avec nous et qui nous permettrait d'être aidés, d'être accompagnés, voire d'être un petit peu, comment dire, accompagnés tout le temps. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on se prépare aujourd'hui? Raphaël, peut-être? Oui, alors bon, notre vision à nous, c'est qu'effectivement, bon, l'intelligence artificielle, c'est sûr, elle se démocratise. Par exemple, si vous prenez Google Translate, ou aujourd'hui je vous conseille DeepL, pour traduire des textes, c'est évidemment de l'intelligence artificielle. Mais effectivement, les avancées en intelligence artificielle, elles restent quand même un petit peu soumises à des innovations nouvelles, et donc c'est assez mathématique parfois. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où ça arrive et des briques se démocratisent, et il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dessus. Nous, effectivement, la vision qu'on a pour l'intelligence artificielle, c'est dans les villes, c'est que ça doit être transparent pour le citoyen. C'est-à-dire, on n'envisage pas d'avoir, enfin en tout cas, c'est pas ce qu'on construit, d'avoir un coach permanent qui va vous suivre et qui va vous dire tourne à droite, tourne à gauche. Va acheter tel ou tel truc comme Amazon pourrait le faire, ou voire même qui va commander pour vous. Pour nous, l'intelligence artificielle en ville, elle doit être transparente dans le sens qu'on va travailler avec les villes, on va travailler avec des grands groupes, par exemple travailler avec tous les opérateurs de mobilité français quasiment, ou des gens qui font même du balayage des rues. Et on travaille on commence à travailler même à l'étranger. Et pour en fait améliorer la ville. C'est-à-dire comment on fait pour réellement faire en sorte que les services qui existent en ville, que ce soit des services de mobilité ou des services comme de nettoyage des rues, des services de comment on prédit les accidents de la route. En gros, on ne va pas vous dire ralentissez parce qu'à ce moment-là c'est dangereux. Enfin, on peut vous le dire, mais on peut aussi faire en sorte de rendre moins probables les accidents de la route en designant des meilleures routes. Ou si jamais on pense que c'est relativement inévitable, en positionnant des gens au bon endroit pour intervenir plus vite. Donc en fait, voilà comment on le voit, nous, de la manière aussi transparente pour l'utilisateur que possible. Marjolaine, pour poser la question autrement, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on devienne tous des assistés, finalement?
Alors, moi, il y a deux choses qui me viennent en tête. Déjà, notre démarche avec Jam, pour parler de ce que je connais le mieux, on a décidé en fait d'avoir une approche où on pose des fondations et on aide plutôt l'utilisateur à découvrir plein de choses et à poser les fondations. Donc, c'est des petits programmes, par exemple, 30 jours pour arrêter de fumer, 30 jours pour reprendre le sport. On a même lancé 21 jours pour pimenter son couple. Enfin, on fait pas mal de petites choses comme ça. Mais l'idée, on va faire méditation, yoga, plein de choses. Mais c'est voilà, un peu d'initiation. Je t'aide à être curieux, à dédramatiser et à te dire, moi aussi, en fait, je peux arrêter de fumer. Moi aussi, je peux arrêter de m'ennuyer dans mon couple. Enfin, je sais pas. Il y a pas mal de petites choses. En fait, on essaie d'apporter le déclic. On accompagne de manière assez légère, assez ouverte et transverse. Et à la fin de ce petit programme, on dit, bon, bah voilà, maintenant, ça y est, t'es lancé, à toi de te débrouiller, voilà quelques pistes de ressources, mais tu en as d'autres, je suis sûre, à trouver. Et voilà, donc on a vraiment cette envie de ne pas accompagner sur toute la vie, toute la journée, tout le temps, mais plutôt d'ouvrir à plein de sujets, d'aider à avoir le déclic, parce qu'en fait, en discutant avec nos utilisateurs, on s'est rendu compte que tout le monde a envie de faire plein de choses, tout le monde a l'énergie, la motivation, l'ambition, mais il manque le petit déclic et il manque le côté oui mais moi aussi je peux y arriver, c'est pas si compliqué. Et donc nous on a envie d'accompagner vers cette lancée, mais en aucun cas d'assister, de remplacer même de l'humain ou de la volonté personnelle. C'est plus voilà, je t'accompagne, je donne le déclic et on y va, mais comme un ami pourrait le faire, comme tomber sur la bonne vidéo, le bon article en fait peut donner le déclic, le bon professeur. Et la deuxième chose, c'est que je pense que je ne crois pas trop en fait à la théorie de la machine va nous assister, on va plus rien faire par nous-mêmes. Je pense qu'en fait, à chaque fois que la machine vient aider à faire quelque chose, on va repousser les limites, on va repousser l'état de l'art. Par exemple, on ne se dit pas les financiers, les comptables ne font plus rien parce qu'il y a la calculette. On ne va pas se dire finalement moi je suis vraiment quelqu'un de passionné, je vais faire tous mes calculs à la main. Ce serait débile. On ne va pas passer le balai plutôt que de passer l'aspirateur parce que oui, il faut y aller à la main. Non, je pense que dès qu'il y a la machine en fait, qui vient aider, la voiture, le GPS, je pourrais prendre un millier d'exemples, ce qui compte, ce n'est pas de dire avant, on le faisait tout seul, avec nos petits bras et nos petites jambes et nos petits cerveaux. Maintenant que la machine nous a aidés, c'est de la flemme. Au contraire, maintenant qu'on peut calculer avec une calculette, on a quand même bien repoussé les limites de ce qu'on peut calculer. Et le moment où la machine va prendre l'initiative de dire tiens, je vais te faire ce calcul, etc., j'aurai encore plus gagné du temps. Et du coup, moi, en tant qu'humain, je vais pouvoir repousser la courbe. Et c'est ça qui est intéressant. Et jamais on s'est dit maintenant que la machine peut le faire, on s'arrête là. Et je vois pas, là, par exemple, on ne va pas me demander de crier plutôt que d'utiliser le micro. Et c'est pas parce que j'ai la flemme, c'est juste parce que ça permet de discuter avec 500, 300, 200 personnes et non pas 10. Donc je pense pas que la machine, en fait, elle supplante. Ouais. Je suis tout à fait d'accord, c'est le côté l'humain est au milieu. Si vous avez envie d'arrêter votre smartphone, vous l'arrêtez. L'acceptabilité des technologies, on le voit avec la réalité virtuelle. Des fois, il y a des gens qui disent ah non, c'est pas pour moi. Désolé, je veux pas. Et le principal, c'est quand on conçoit un nouveau produit, un nouveau service, c'est l'UX, l'expérience utilisateur. Donc, quelle va être l'expérience de l'utilisateur comment je vais l'enchanter On voit, regardez l'évolution technologique. Avant, il y avait les magnétoscopes. C'était incroyable comment le programmer, etc. On ne supporterait plus cette technologie-là, cette technologie intrusive, compliquée à utiliser. Et donc, voilà, c'est vraiment l'homme qui est au cœur du système. Il y a un prospectiviste qui dit que la richesse du futur, c'est le temps et l'attention. Hein, le temps qu'on a, parce que le temps, c'est vraiment la chose la plus précieuse qu'on a, et l'attention qu'on va donner aux gens. Et voilà. Et si demain des intelligences artificielles nous prennent du temps et de l'attention alors qu'on le veut pas, eh bien, on les utilisera pas. Donc voilà. Donc l'homme reste au centre quand même de son bien-être, et c'est tant mieux. Alors c'est plutôt un discours rassurant, puisque en ce moment il y a vous n'avez pas pu passer à côté, il y a beaucoup de débats aussi sur qu'est-ce que ces nouvelles technologies vont changer, notamment dans le travail. Alexandre, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit quelque chose qui m'a marqué. Vous m'avez dit une vie à se divertir, ce serait l'enfer. Donc vous ne croyez pas du tout à la fin du travail, au fait que les robots ou des intelligences artificielles vont remplacer les humains un petit peu partout. Alors, c'est même pas que j'y crois pas, c'est que je l'espère pas. Et je trouverais ça effectivement très triste et j'ai pas envie de participer de ce monde-là. Mais je pense qu'il y a un peu un faux débat aussi sur l'automatisation, l'augmentation, etc. On parle de métiers qui sont augmentés. En réalité, on parle plus précisément de tâches au sein des métiers qu'on est capable effectivement, encore une fois, à l'intersection de domaines qu'on connaît bien, sur la mémoire, la précision, la répétition. Donc,
des tâches qui sont, c'est vrai, réparties dans autant de métiers qu'on pensait à faible valeur ajoutée que finalement à des métiers d'avocat, de médecin, où finalement on se rend compte qu'il y a une grande part d'analyse qu'on est capable de synthétiser assez vite par les machines. Et que du coup, cette vague effectivement d'intelligence artificielle commence à effrayer à différentes couches de métiers. On se demande qu'est-ce qu'on fait demain quand, même pour des managers, un papier du HBR l'an passé disait 54% des tâches d'un manager peuvent être automatisées aujourd'hui. Et ce qui est dingue, moi je me rends compte en rentrant dans des entreprises et en discutant de ces sujets-là, on a développé une méthodologie qui s'appelle Cyber Organization pour voir comment transformer par l'intelligence artificielle les boîtes. Et en fait, la première peur, qui est très liée du coup à ce qui vient d'être dit, c'est qu'on se dit, mais en fait, s'il y a 50% de mon temps de travail qui saute, on va faire quoi? On va me virer, je vais travailler moins, mais du coup, je vais être payé moins. Enfin, il y a une sorte d'impossibilité à penser le nouvel horizon et à se dire, en fait, comment aider, augmenter par cette machine, accompagner, je vais faire autre chose. Déjà, me libérer très souvent de tâches qui étaient, il faut le dire, rébarbatives et qu'on ne voulait plus réaliser. Et comment est-ce qu'au contraire, on va penser le métier de demain? Donc après... moi, je préfère parler d'activité d'ailleurs que de métier, parce que je pense qu'effectivement, les frontières vont éclater. Mais le pur divertissement, où on serait tous des poètes à courir dans les champs, j'y crois pas trop. Et même, je pense qu'il y en a plein qui le veulent pas. Et donc voilà. Donc moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est déjà pas parce qu'on peut automatiser qu'il faut automatiser. Il y a des tâches aujourd'hui, on s'en rend compte, qui peuvent avoir l'air d'être des tâches de robots qui sont nécessaires à notre cognition. On parlait, je crois, de tâches ménagères tout à l'heure brièvement. On se rend compte qu'aujourd'hui, abandonner totalement des tâches ménagères qui sont un moment nécessaire de répétition dans nos vies pour faire le vide, pour penser différemment à une machine, ça tombe dans le fantasme fou de penser qu'on va vivre sur une page blanche tous les jours et recréer du réel sans un peu de douleur à un moment donné. Donc voilà, donc moi c'est effectivement un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais parce que je pense qu'il participe d'une impasse philosophique où on a beaucoup de mal à penser le monde de demain, de recharger de nouvelles utopies, etc. Parce qu'on est resté dans un monde qu'on pense un peu fini, où on se dit, bon, bah, si je fais ça aujourd'hui et qu'on m'enlève 50%, j'arrête la moitié de ma vie, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de cycle, finalement, ce fantasme du robot qui prend le pouvoir sur l'humain? Ça n'a rien de nouveau, hein. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'était il y a quand même plusieurs dizaines d'années. Est-ce que l'homme aime pas se faire peur aussi régulièrement pour se rassurer finalement? Simon ou Raphaël, si vous avez... Oui, alors en fait, moi j'ai une vision un petit peu différente de ça, puisque je suis tout à fait d'accord que je ne souhaite absolument pas que l'intelligence artificielle remplace l'homme dans tous les domaines. Ceci dit, il faut quand même pas se... Enfin, de mon point de vue, je pense qu'il y a un vrai challenge pour les années à venir, qui est qu'aujourd'hui, on ne se rend pas bien compte parce que l'IA, avant de dépasser l'humain, c'est assez compliqué. Il faut partir de zéro. Puis les humains, ils sont quand même très très bons à faire tout un tas de tâches, en particulier tout ce qui est prédiction. L'humain, depuis la nuit des temps, il a entraîné son réseau de neurones à prédire. Je veux dire, c'est ce qu'on fait le plus souvent au cours de la journée. Donc, en fait, vous avez ce concept qu'arriver à faire de l'intelligence artificielle qui arrive au niveau de l'humain, c'est très compliqué. Par contre, une fois qu'on commence à se rapprocher du niveau de l'humain, on n'est plus très loin de dépasser l'humain. Et une fois qu'on dépasse l'humain sur des tâches cognitives, ça fait beaucoup de jobs en moins. Et ça fait, alors est-ce qu'on joue à se faire peur? Je pense qu'il vaut mieux se jouer à se faire un tout petit peu peur et anticiper plutôt qu'à se voiler la face. Donc ça, c'est notre point de vue. Nous, on participe à ça et on a une vision et une culture et une mission qui est de faire uniquement des choses qui vont dans le côté positif. Et on travaille typiquement sur le bien-être en ville. C'est exactement la mission de notre entreprise. Mais il est vrai qu'il y a des tonnes de choses, en particulier comme par exemple, on a récemment parlé et moi-même j'avais signé la lettre de tout ce qui est automated weapons, autonomous weapons. Et c'est quelque chose qui est quand même très inquiétant. Ouais. Enfin, sans vouloir plomber l'ambiance, quoi. Oui, Simon, moi, je vais faire mon optimiste de service peut-être, je ne sais pas, mais je pense que si le manager on peut gagner 50% des tâches qui ne sont pas utiles en management, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'il va pouvoir passer plus de temps auprès de ses équipes, plus de temps humain vers humain, participer à des réunions, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a
des tas de métiers qui ont disparu, comme allumeur de réverbères, etc. Tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. Et effectivement, je pense que là, il faut qu'on dépasse, et il faut vraiment qu'on est dans une phase de révolution. Écoutez les prospectivistes, on est dans une phase de changement. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire demain de notre temps? Là, j'ai dit, ce qui était le plus précieux pour nous, c'est le temps et l'attention. À la limite, c'est quand je suis au chômage que j'ai le plus de temps et d'attention disponible, donc c'est là que je suis le plus riche. Voilà, on a parlé de revenu universel, ce ne sera peut-être pas le revenu universel. Comment je peux gagner mon argent? Est-ce que voilà, je fais des mouvements, je crée de l'énergie, je peux peut-être la vendre, cette énergie. Voilà, il y a vraiment un modèle nouveau à apporter. La technologie va permettre de faciliter ce mouvement, voilà, mais il n'y aura pas que la technologie, il y aura toujours l'homme au milieu du système, et je pense qu'on peut faire confiance à notre créativité pour... voilà, on va s'en sortir. Ça va le faire, les gars, les filles. Marjolaine, vous partagez cet optimisme, le fait que effectivement notre créativité, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle ne pourra pas nous voler? Moi, je crois beaucoup à la théorie du... on crée ce qu'on imagine. En fait, c'est les tendances qui sont importantes, et c'est pas tant le résultat. Et je pense qu'il faut à la fois se faire un peu peur, pour pas justement tomber dans une utopie où on se met des œillères et on fait pas attention au coin où on se dit... on aurait pu l'anticiper si. Donc je pense à une vertu de se faire peur, d'essayer d'être réaliste. Alors je ne sais pas si on peut être réaliste sur le futur, mais en tout cas de penser à toutes les options. Je pense aussi que c'est en étant optimiste finalement, même si on se fait peur, mais en ayant plutôt un fond optimiste, qu'on va créer. En fait, on va dire optimiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que l'humain sera resté au centre. Ça veut dire que je pense que on aura pris en compte le fait que l'humain aura plus de temps disponible et qu'il faut occuper ce temps, et que du coup il faut une nouvelle monnaie, ou en tout cas l'énergie devient... je pense que c'est en se posant les questions, en disant voilà ce qu'on veut, qu'on va créer la réalité. Et il y a des gens qui disent je crois ce que je vois, d'autres qui disent je vois ce que je crois. Et c'est pas de moi, mais j'aime bien cette phrase, c'est que vraiment plus en fait on va réfléchir comme on le fait là, et essayer de se projeter et de dire de quoi on a peur, mais de quoi on a envie, et qu'est-ce qu'on a entre les mains, et si on tire la courbe, qu'est-ce qui se passe, qu'on va aller dans la bonne direction. Et en fait, c'est pas comme si on pouvait fermer les yeux et pendant 20 ans et les rouvrir et dire alors qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas ça qui va se passer. C'est maintenant, en fait, on est en train de créer ce qu'on est en train de faire. Et donc de parler du futur, pour moi, c'est vraiment le créer, tout simplement. Donc, à nous de choisir. Donc finalement, plutôt tendance optimiste autour de la table. Est-ce que peut-être pour en revenir à cette ville de demain, est-ce que là aussi vous êtes aussi optimiste? Est-ce que les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle aux réalités augmentées, virtuelles, ça va nous aider finalement à inventer une ville à notre image? Oui, alors ça, par contre, ça, on y croit. Je pense qu'effectivement, sur une application pratique où il y a un problème, à partir du moment où on arrive à poser ce problème, et si on se dit que l'objectif, c'est de créer des villes qui soient plus agréables pour les humains, qui soient plus durables, c'est-à-dire où on gaspille moins de ressources naturelles pour les faire fonctionner, et qui soient plus efficaces, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est génial. Tout le côté logistique et tout le côté... Même nous, ce qu'on fait à notre petite échelle pour le moment de modélisation des comportements humains, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour rendre les villes plus agréables et plus durables. Alexandre, c'est quelque chose que vous visualisez aussi, ces outils qu'on peut utiliser pour réinventer finalement la mobilité, l'habitat, comme source de bien-être? Oui, bien sûr. Et je pense que c'est des exemples, effectivement, encore une fois, qui existent. Donc, on n'a pas besoin d'aller se projeter toujours pour les penser. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi, sur le point qu'on discutait précédemment, c'est que dans tout aspect, toute application, il y en aurait une dérive dangereuse et un optimisme possible à déployer. Sur les villes, on a entendu aussi parler de dangers d'automatisation de tous les véhicules entre eux et de leur connexion en V2X pour qu'ils sachent finalement potentiellement être à câble plus rapidement. Bon, c'est des choses, je veux dire, finalement, il va falloir dans tous les domaines, effectivement, anticiper le pire et essayer de voir le meilleur pour se forcer à travailler à la fois des questions d'éthique évidentes, mais aussi à penser des projets qui vont pouvoir contrecarrer en fait le pire. Et puis c'est sûr, si on est incapable en fait de sortir de cette vision un peu noire qui est plus obsédante en fait sur l'intelligence artificielle aujourd'hui que des voix positives qu'on n'entend pas, parce que ça intéresse moins en fait forcément de raconter des choses positives. Je pense que ça nous empêchera, comme disait Marjolaine, de tout simplement viser autre chose
Et là où moi j'insiste vraiment, c'est que si cette technologie peut nous augmenter, il serait temps justement de faire et de construire de nouvelles choses. Donc c'est un travail collectif, un peu d'équipe de foot, quoi. Il faut défendre et attaquer, et voilà. Ce sera le mot de la fin pour finir là aussi sur une touche optimiste. On va essayer d'anticiper le meilleur quand même pour cette journée. Je vous remercie tous les quatre pour cette table ronde, et puis on va enchaîner avec cette dernière table ronde dédiée au bien-être. Merci beaucoup.